Merci beaucoup. Donc moi, je Marie Bruyère, je suis PH en anesthésie à la maternité de Bicêtre. Et donc, on va voir quelles sont les implications des complications pour l'anesthésie, des complications neurologiques de la prééclampsie sévère. Donc, la première chose à se rappeler, c'est que les signes neurologiques font partie des signes de gravité d'une prééclampsie sévère. Donc ici, vous avez l'algorithme des dernières RFE sur la prééclampsie sévère publié en 2020. Et vous voyez dans le carré vert, eh bien, les signes neurologiques représentent 6 des 12 signes cliniques de gravité de la prééclampsie. Donc ce sont des céphalées, je les rappelle, des céphalées sévères, des troubles visuels ou auditifs, un déficit neurologique, des troubles de conscience, des réflexes vifs et une crise d'éclampsie. Ils sont considérés comme des signes de gravité puisqu'ils sont liés à une augmentation de la morbimortalité maternelle. Donc ils sont à prendre vraiment au sérieux et on va voir quelles sont les conséquences, conséquences de ces signes neurologiques. Donc quel est le lien quelle pathologie neurologique entraîne la prééclampsie? Alors, il y a deux pathologies que vous connaissez, donc je vais quand même les rappeler. Il y a le PRES syndrome à gauche, ou postérieur réversible encéphalopathie syndrome. Donc, vous le connaissez, c'est un syndrome d'imagerie et clinique également. Les signes cliniques sont les mêmes que les signes de gravité de la prééclampsie que j'ai cités précédemment. Heureusement, c'est réversible. La disparition des images, c'est au bout d'1 mois à peu près. Rarement, il y a des complications à type d'ischémie cérébrale ou d'hémorragie. Et lorsqu'on fait une imagerie en cas d'éclampsie, on retrouve des signes à l'IRM de PRES syndrome dans 98% des cas en cas d'éclampsie et dans 20% des cas en cas de prééclampsie. L'autre pathologie réversible que l'on retrouve fréquemment en lien avec la prééclampsie, c'est le RCVS, c'est-à-dire le syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, qui donne des lésions à cause de lésions qui sont les mêmes mécanismes que le PRES, des lésions segmentaires des artères intracrâniennes de petit et de moyen calibre avec un aspect en boudin, des rétrécissements et des dilatations de ces artères intracrâniennes. Alors, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes que la prééclampsie. Et dans toute la revue de la littérature que j'ai faite, à chaque fois, c'est des céphalées en coup de tonnerre pendant des jours ou des semaines, alors surtout en péripartum et en postpartum. Et puis après, différents signes complètement aspécifiques neurologiques. Mais c'est cette notion de céphalée en coup de tonnerre qu'il faut retenir pour évoquer ce syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible. Alors voici les images que vous connaissez, je vous les remets. Donc ce sont des images, donc à gauche, les images d'IRM avec des signes en T2 d'hypersignaux, alors surtout occipitaux et pariétaux. Et alors c'est gravité dépendant, c'est-à-dire qu'en haut vous avez ici des images au cours d'une éclampsie et en bas vous avez des images au cours d'une prééclampsie. Et donc plus c'est grave, plus il y a de lésions à l'IRM. Donc qu'est-ce que c'est ces lésions? C'est un œdème vasogénique. En fait, c'est une encéphalopathie hypertensive, rupture de la barrière hémato-encéphalique, un peu de fuite vasculaire, de l'œdème vasogénique, des lésions endothéliales. Et donc, plus les symptômes sont importants, plus vous aurez des images radiologiques. Et puis, vous avez ici, à droite, des images de RCVS, vous voyez, avec les flèches jaunes, vous avez des petites artères qui sont rétrécies. Et ça, c'est des images d'IRM d'une dame qui a fait une éclampsie. Donc, il y a un mélange entre l'éclampsie et cette vasoconstriction cérébrale. C'est la même ce sont les mêmes substrats physiopathologiques et on le retrouve dans la prééclampsie. Heureusement, c'est réversible pour ces deux pathologies et ça disparaît d'un point de vue clinique et radiologique rapidement. Alors la grosse question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la prééclampsie et les accidents vasculaires cérébraux et la thrombose veineuse cérébrale? En ce qui concerne les accidents vasculaires cérébraux, oui, on retrouve chez les femmes enceintes qui ont fait un AVC 20 à 50% de prééclampsie. Et d'ailleurs, chez les femmes qui décèdent à cause d'une prééclampsie, dans 60% des cas, c'est secondaire à un AVC. Et donc, dans le dernier rapport sur la mortalité maternelle français qui a été publié sur les années 2016-2018, et dans le chapitre décès par hypertension, eh bien, il y avait 5 décès sur les 13 qui étaient liés à un hématome intracérébral. Alors, ce sont surtout des AVC hémorragiques,
Donc, comme j'ai expliqué, encéphalopathie hypertensive, rupture de la barrière hémato-encéphalique, donc, et des hématomes intracérébraux. Il y a aussi des AVC ischémiques, et c'est tout particulièrement fréquent en postpartum. Alors pour la thrombose veineuse cérébrale, le lien avec la prééclampsie, il est moins clair. Ce qui est clair, c'est que l'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque de thrombose veineuse cérébrale, mais tout comme la thrombose veineuse profonde, les facteurs de risque de thrombose veineuse cérébrale, eh bien c'est la thrombophilie, c'est l'infection, c'est le postpartum de césarienne, c'est l'état procoagulant de la grossesse. Et alors c'est surtout présent en postpartum. Et puis je vous ai mis en dessous les symptômes, parce qu'on évoque souvent la thrombose veineuse cérébrale pour justifier une imagerie, mais en fait les symptômes on les connaît pas très bien, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc je vous ai remis ici, c'est surtout des céphalées dans 88% des cas, avec 40% des cas des crises d'épilepsie. Et puis vous avez après toujours ces mêmes symptômes très fluctuants, des déficits neurologiques, voire jusqu'au coma. Mais la thrombose veineuse cérébrale, c'est surtout de la céphalée chez des femmes qui ont un état procoagulant avec des facteurs de risque de thrombose veineuse profonde. Alors si je reviens un petit peu sur les AVC, parce que je pense que c'est ça le message fort, AVC et grossesse. Donc là, on sort un tout petit peu de la prééclampsie. Il faut que vous ayez la notion qu'en fait, le taux d'AVC au cours de la grossesse, de manière internationale, augmente avec le temps, depuis quelques années. Donc ici, vous avez représenté une cohorte française qui a repris tous les accouchements entre 2010 et 2018, et ils ont regardé le nombre d'AVC. Donc il y avait 6 300 000 grossesses, et ils ont retrouvé 1261 AVC, ce qui fait à peu près 24 AVC pour 100 000 femmes. Alors, ça arrive surtout en postpartum, mais aussi au péripartum, et on retrouve cette notion de lien avec la prééclampsie. En tout cas, dans cette étude épidémiologique, 40% des AVC avaient une prééclampsie. Les AVC au cours de la grossesse, c'est moitié des AVC ischémiques, moitié des AVC hémorragiques, que ce soit des saignements intracérébraux ou des saignements sous-arachnoïdiens. Et c'est complètement différent de l'AVC de la population générale, puisque dans la population générale, c'est 85% d'AVC ischémiques et 15% d'AVC hémorragiques. On retrouve beaucoup plus, vous voyez, 8 fois plus dans cette étude épidémiologique, 8 fois plus de thrombose veineuse cérébrale chez ces femmes enceintes versus hors grossesse. Et puis quand on regarde un peu sur l'évolution des AVC au cours du temps entre 2010 et 2018, eh bien, il y a une augmentation significative du taux d'AVC, que ça soit tout type d'AVC et que ça soit ischémique ou hémorragique ici. Et puis les thromboses veineuses cérébrales, ça reste stable. Alors pourquoi ça augmente? C'est exactement comme pour les cardiopathies. Il y a une augmentation des femmes avec facteurs de risque cardiovasculaires, donc âge, hypertension, diabète, etc. Donc à retenir que les taux d'AVC augmentent dans la population générale des femmes enceintes et que la prééclampsie est un fort facteur de risque d'AVC. Alors, je vous conseille cette revue de 2022 qui fait le point sur l'éclampsie au XXIe siècle. Il y a tout dedans, et notamment ce tableau que j'ai trouvé intéressant à mettre avec tous les diagnostics, toutes les étiologies lorsqu'on a une convulsion au cours de la grossesse. Donc il y a des étiologies bien sûr métaboliques auto-immunes, mais aussi des étiologies neurologiques. Donc il y a toutes celles qu'on a évoquées, les hémorragies, les embolies, les thromboses veineuses cérébrales, mais aussi n'importe quelle lésion que n'importe quelle personne peut avoir dans le cerveau, donc des tumeurs, des métastases, des tumeurs bénignes, etc. Et pourquoi je vous ai mis ce tableau? C'est pour vous rappeler que quand on a fait les RFE sur la prééclampsie en 2020, eh bien, quelle était la place de l'imagerie cérébrale s'il y avait une éclampsie? Eh bien, les experts avaient considéré que compte tenu de la fréquence élevée des diagnostics différentiels et du risque de complications neurologiques sévères quand il y a une éclampsie, il est recommandé de faire une imagerie. Alors, idéalement, c'est une IRM. Afin de réduire la morbidité neurologique maternelle et notamment éliminer ces diagnostics différentiels. Alors moi, j'irai un peu plus loin dans ces recommandations. Je pense qu'il faut faire aussi une imagerie lorsqu'on a une prééclampsie, donc sans éclampsie, et avec des signes neurologiques qui vous inquiètent, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà des réflexes vifs et des céphalées. S'il y a des troubles visuels, s'il y a des troubles de conscience, des troubles auditifs, n'hésitez pas à faire une imagerie pour rechercher d'autres étiologies. Alors, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que, quand elles font une crise d'éclampsie, c'est une césarienne code rouge? Et là, on va en revenir à notre conduite à tenir d'un point de vue anesthésique. Et donc, pourquoi c'est important pour nous? Première, l'urgence,
c'est de contrôler la pression artérielle et d'éviter la récidive de l'éclampsie. Ce n'est pas d'arrêter la grossesse, puisque les effets d'un arrêt de grossesse sur l'hypertension, ça prend plusieurs jours, voire semaines. Et donc, les experts sur cette question avaient rappelé, après avoir fait la littérature, qu'après une crise d'éclampsie, s'il n'y a pas d'urgence maternelle ou fétale, eh bien, il faut d'abord stabiliser la tension artérielle et commencer le traitement par sulfate de magnésium, et ça nous concerne en tant qu'anesthésiste, avant de décider de la naissance. Donc vous avez tout dans l'algorithme, savoir combien il faut mettre et combien de temps on garde le sulfate de magnésium, où est-ce qu'on met les patientes, etc. Vous retrouvez tout dans les RPC. En tout cas, l'éclampsie, ce n'est pas une indication formelle de code rouge. Maintenant, si on décide de faire une césarienne pour une prééclampsie sévère, est-ce que c'est mieux de faire une ALR ou de faire une anesthésie générale en ce qui concerne la morbidité maternelle ou néonatale? Donc ça, c'est une question qu'on avait traitée avec Agnès Le Gouez. On avait fait la littérature. 2 études, je vous mets. 7 premières méta-analyses sur 14 études rétrospectives. À chaque fois, ce sont des études qui sont de qualité méthodologique moyenne. Donc cette première étude, 14 études rétrospectives à pays à bas niveau de ressources, ils ont regardé si le risque de complications maternelles et fétales lorsque la femme avait une césarienne sous anesthésie générale. Eh bien, ils avaient retrouvé que lorsqu'elle a une anesthésie générale versus une anesthésie loco-régionale, eh bien, toutes les complications graves post-opératoires sont augmentées. Vous voyez les odds ratios, vous avez 7 fois plus de morts maternelles, 16 fois plus d'admissions en réanimation, 5 fois plus d'œdème du poumon lorsqu'on fait une AG pour une césarienne en cas de prééclampsie versus une ALR. Et c'est la même chose pour la morbidité fétale. La deuxième étude, c'était une étude rétrospective sur 300 000 femmes entre 2002 et 2007. Ils avaient pris les 8500 femmes qui avaient une prééclampsie et ils avaient regardé le risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral, qu'on fasse une AG ou qu'on fasse une ALR. Alors, si on considère que le risque de l'ALR, c'est 1, eh bien, on retrouve entre 2,2 et 2,8 fois plus de AVC chez les femmes qui ont eu une AG pour leur césarienne versus une ALR. Et si on retire le facteur confondant de faire une AG chez les dames les plus graves, parce que c'est ça en fait, souvent on fait une AG parce que ce sont les plus graves, eh bien on reste quand même avec un risque 2 fois supérieur d'AVC lorsqu'on fait une AG. Quand on regarde la survie à 6 ans sans AVC des 3 cohortes qui sont en rose l'arachis, en vert la péri et en bleu l'anesthésie générale, eh bien on voit que la survie est supérieure dans le groupe ALR versus anesthésie générale à 6 ans, la survie sans AVC. Donc sur ces 2 études principalement, on a conclu qu'il était probablement recommandé de réaliser une ALR plutôt qu'une anesthésie générale lorsque vous faites une césarienne chez une dame qui a une prééclampsie sévère. En ce qui concerne les modalités de cette ALR, il n'y a pas eu de changement dans les dernières RFE, donc j'ai repris celle de 2009, où on disait déjà qu'on pouvait faire une ALR sous réserve que la femme a repris conscience, et vous savez, quand vous avez une éclampsie, enfin vous savez, l'éclampsie souvent c'est très court et c'est pas subintrant. En général, on récupère une conscience normale au bout de quelques minutes. Donc le traitement, c'est dégager les voies aériennes et oxygéner. Et puis, en général, ça se règle comme ça. Mais il faut quand même vérifier avant l'ALR qu'elle a repris conscience, qu'elle n'a pas de déficit neurologique et que son état clinique est stable. Deuxième chose, dans CRFE, la version 2009, il était recommandé de faire un bilan d'hémostase le plus près possible de votre ALR avant de faire l'anesthésie périmédulaire. La prise d'aspirine n'était pas une contre-indication à la réalisation de cette péridurale, mais attention qu'elle n'ait pas d'autres médicaments anticoagulants et que votre hémostase est compatible avec l'ALR, et notamment que vous ayez un taux de plaquettes qui soit suffisant, c'est-à-dire plus de 75 000 pour la péri et 50 000 pour l'arachis, ça vous le savez. Deuxième question qu'on avait à traiter sur l'anesthésie, c'est lorsqu'on fait une anesthésie générale, est-ce que l'adjonction d'un morphinique ou d'un antihypertenseur au moment de l'intubation de la laryngoscopie diminue la morbidité maternelle ou néonatale pour éviter le pic hypertensif de la laryngoscopie et aussi de l'incision?
jusqu'à l'extraction fœtale. Donc on a regardé 3 molécules. La première molécule, bien sûr, c'est le rémifentanil. Donc je ne vous ai pas mis toutes les études, je vous en ai mis que 2. La première étude, c'est une étude qui a comparé rémifentanil 1 microgramme kilo ou à un placebo. Et donc, évidemment, les pressions artérielles sont plus basses dans le groupe rémifentanil versus placebo. Et la deuxième étude, c'est une étude qui a comparé 2 posologies de rémifentanil, 1 mg kilo ou 1 microgramme kilo ou 0,5 microgramme kilo. Et quand on compare les 2 groupes, eh bien, il y a l'augmentation de la pression artérielle. Elle est plus importante dans le groupe qui a eu moins de rémifentanil, c'est un petit peu logique. Mais vous voyez que ce sont des augmentations de pression artérielle qui sont faibles, donc plus 15 points dans le groupe 1 microgramme kilo et plus 28 points dans le groupe 0,5 microgramme kilo. Dans le groupe 0,5 microgramme kilo, il y a quand même moins de bradycardie maternelle. Deuxième molécule qu'on a regardée, c'est l'alphentanil. Donc, il n'y avait qu'une seule étude, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé lidocaïne 1,5 mg kilo ou sulfate de magnésium ou alphentanil à 10 microgrammes kilo à l'induction. Ce qu'on a remarqué, c'est que l'alphentanil fait mieux que les 2 autres, notamment la lidocaïne, pour le maintien d'une pression artérielle stable au moment de l'induction. Il y a 0 étude sur le sufentanil pour l'intubation chez les femmes prééclamptiques. Et puis enfin, les bêta-bloquants. Donc, il y a 2 bêta-bloquants qui ont été étudiés. Il y a en haut l'esmolol et en bas le labétolol. Donc, l'esmolol, ils ont fait une étude alors avec 4 groupes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ils ont fait évaluer 2 doses, 1 mg kilo ou 2 mg kilo, plus ou moins de la lidocaïne. Et les résultats de cette étude, c'est que l'esmolol à 2 mg kilo fait plus ou moins lidocaïne, fait mieux que l'esmolol à 1 mg kilo. Et puis pour le labétolol, pareil, c'est pour vous donner des exemples de doses, c'est 20 mg kilo, puis 10 mg jusqu'à 1 mg, 20 mg, pardon, puis 10 mg jusqu'à 1 mg kilo. Là, c'est bien aussi sur la préservation de la tension artérielle. Par contre, ça donne des hypotensions prolongées, beaucoup plus prolongées que l'esmolol qui a une demi-vie plus courte. Il y a 0 étude qui compare bêta-bloquant et morphinique. Et donc, devant cette analyse de la littérature, on en a conclu que lorsqu'on fait une anesthésie générale chez une dame pour une césarienne et qui a une prééclampsie sévère, il est probablement recommandé à l'induction de faire soit un morphinique, soit un agent antihypertenseur. Et si on doit choisir, en première intention, il est préférable d'utiliser le rémifentanil à 0,5 microgramme kilo, et on peut même le poursuivre avec un système d'évoque jusqu'à l'extraction du bébé. L'alphentanil et l'esmolol sont possibles et ce sont des alternatives thérapeutiques. Voilà, donc si je conclus sur ces complications neurologiques et notre implication anesthésique dans la prise en charge, il faut retenir que les femmes qui ont une prééclampsie sévère meurent principalement d'hémorragie intracérébrale et les complications neurologiques sont la première cause de mortalité dans les prééclampsies sévères. Tout signe neurologique est un signe de gravité. L'AVC hémorragique, c'est la première des complications, et c'est ce qu'on retrouve dans le dernier rapport de mort maternelle. Le sulfate de magnésium, vous connaissez les indications, mais ça diminue le risque de complications neurologiques dans la prééclampsie grave. Donc on le met en prévention des récidives de l'éclampsie ou dans la prééclampsie sévère avec les 6 signes neurologiques que vous avez vus au début. L'urgence dans la prééclampsie sévère, c'est de maîtriser la pression artérielle, en évitant tout pic hypertensif, que ce soit l'intubation et l'incision. Donc on met des médicaments, du rémifentanil ou des antihypertenseurs. Et l'imagerie, il faut avoir l'imagerie cérébrale très large, tant les diagnostics différentiels sont nombreux. Voilà, je vous remercie.